Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir l'équivalence entre le théorème d'inversion locale et le théorème des fonctions implicites. Alors dans mes dernières vidéos, j'ai parlé du théorème d'inversion locale amplement avec les prérequis, la démonstration. Et maintenant, on va voir ce que j'avais promis, c'était le lien avec le théorème des fonctions implicites. Donc sans plus tarder, on va déjà énoncer ce théorème des fonctions implicites et on va voir en fait comment le théorème d'inversion locale mène au théorème des fonctions implicites. Donc on regarde le sens indirect ici, d'après comment j'ai posé l'équivalence. Et on a l'énoncé suivant. Donc là, j'ai trois espaces de Banach, E, F et G. On a un ouvert oméga qui est dans le produit cartésien de et F. Et on a une implication qui va de cet ouvert oméga dans G. Et c'est une application qui est CP. Donc on a encore un point qui est, ou un vecteur, hein, x0, y0, qui est dans oméga, tel que f de x0, y0 soit nul, et la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, donc y, au point x0, y0, c'est un isomorphisme de f dans G. Voilà, alors ça nous conduit à quoi tout ça? On nous dit qu'il existe du coup U et V qui sont des voisinages respectifs de x0 et fx0. Donc c'est de notation ici, hein, le V manuscrit comme ça, un petit peu avec une petite courbe à la fin comme ça. C'est pour dire voisinage de x0 et voisinage de f de x0. Et phi, petit phi, qui va de U dans V, donc qui va du voisinage à l'autre, qui est CP, tel que on a pour toute x, y appartenant à U quoi V, l'équivalence suivante, f de x, y est égal à 0, implique que y est égal à phi de x. Voilà, alors si on reprend un petit peu pour se mettre bien, que tout ça soit clair dans nos têtes, E, F et G, si je regarde bien, la différentielle partielle par rapport à y nous pousse à dire que f et g, du coup, sont des espaces vectoriels qui sont isomorphes, hein. Du coup, si je regarde bien l'application donc de f qui va de e croix f dans g, donc j'ai des dimensions supplémentaires dans ma fonction, dans mon espace de départ. Alors, donc, la condition, elle est ressemblante un petit peu à celle du théorème d'inversion locale, puisqu'il faut que quelque chose ne soit finalement un isomorphisme. Et en fait, ce qu'on va faire, si on regarde le résultat, on est en train de mettre en... On est en train de dire qu'on pourra tracer une courbe de niveau. Donc là, la courbe de niveau pour la fonction f, du coup de niveau 0, hein. Et je pense que si on change 0 en n'importe quoi, ça va pas changer le théorème, hein. Du coup, on a des courbes de niveau autour, ou près de points qui ont une dérivée partielle en y qui ne s'annule pas. Alors, cette courbe de niveau, voilà, c'est une courbe qui est paramétrée avec x, okay, par rapport à x. Et donc, c'est la deuxième variable qui doit être, dont sa dérivée, donc y, du coup, sa dérivée partielle doit être inversible. Alors, on va voir tout ça.
par la démonstration. J'espère que c'est un petit peu clair pour vous, le théorème des fonctions implicites, au moins que vous ayez dans la tête un peu qu'est-ce qui se passe, et puis on passe à la démonstration. Donc, dans la démonstration, on va le voir tout à l'heure aussi, on va faire appel à une fonction. Ici, on va la nommer la fonction grand phi, et cette fonction va nous servir de pont entre le théorème pardon, des fonctions d'inversion locale et le théorème des fonctions implicites. Donc là, on va essayer ici, avec cette fonction grand phi, d'avoir les hypothèses du théorème d'inversion locale. Alors j'ai déjà plus ou moins écrit la démonstration, donc je vais juste la commenter. Donc vous voyez déjà, hein, j'ai écrit que c'était CP, donc ça a la même licité que F, la même régularité que F, puisque vous voyez qu'est-ce qui se passe, hein, c'est juste X, non, X, et puis presque l'identité. C'est plus une projection composée avec du coup l'application l'application F. Okay, donc phi euh, et CP. De plus, on va regarder la différentielle, puisque c'est ça, hein, l'hypothèse principale du théorème d'inversion locale. La différentielle, est-ce que cette différentielle, au point x0, y0, est-ce qu'elle est inversible? Alors, si je regarde la différentielle, on peut la calculer et ça nous donne ça. Donc, j'ai évalué la différentielle au vecteur HK et ça nous donne ça. Donc là, il suffit de développer et de voir comment les choses s'arrangent. C'est pas bien complexe. Et vous arrivez à ça. Alors, si on veut inverser, c'est-à-dire, par exemple, si je veux écrire l'inverse de la différentielle ici, et donc je pose, par exemple, la première composante, c'est A, et la deuxième composante, c'est B. Alors, j'ai pas grand-chose, hein, donc A est égal à A et H, c'est la même chose. Par contre, ici, si je veux récupérer mon K, il va falloir inverser ici, là, cette dérivée, cette différentielle partielle, dérivée partielle par rapport à la variable y. Et donc, on peut conclure que grand phi x, donc la dérivée, la différentielle de grand phi x0, y0 est inversible, car la dérivée partielle par rapport à y l'est. Ok, donc on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir appliquer le théorème d'inversion locale. Et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, par la suite. Donc, théorème d'inversion locale que j'ai raccourci en TIL, nous dit qu'il existe du coup deux voisinages donc par rapport donc le premier point c'est x0 y0, le voisinage de x0 y0, on va l'appeler w1, et w2 c'est le voisinage de l'image de x0 y0 par la fonction grand phi. Okay. Et si vous voyez l'image c'est x0 f de x0 y0 qui est nul par hypothèse. Donc, c'est le voisinage de x0, 0. Donc, on a ces deux voisinages et on nous dit que grand phi, la restriction à oméga, pardon, c'est pas oméga, hein, mais ça ressemble à un oméga, à W1, et ben c'est un CP difféomorphisme. Voilà. Alors, maintenant, ce oméga 1, on peut l'écrire autrement, on peut l'écrire, c'est pas qu'on peut l'écrire, mais on peut choisir un oméga 1, même si on se restreint. Alors, il y a la formule mathématique qui dit alors j'ai oublié, hein, mais quitte à se restreindre, voilà, quitte à prendre quelque chose de plus petit, on peut choisir oméga 1 qui est du type U0V
avec U0 et V qui seront des voisinages respectifs de X0 et Y0 respectifs, donc voisinage respectif de X0 et Y0. Donc, là, je dis qu'on confondra ici grand phi et sa restriction, c'est pour la notation, pour ne pas alourdir la notation. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de grand phi? Si on regarde bien, donc voilà, grand phi, comme j'ai dit, c'est la composition entre deux applications, une application de projection qui va de E croix F dans E. Alors, hein, je vais de E croix F dans E. C'est ici comme ça que ça se passe. Et en fait, donc je projette juste la première variable. Et la deuxième application, c'est l'application F, qui va de E croix F dans G. Maintenant, phi-1, donc si je parle de la restriction, voilà, je reprécise encore. Donc là, maintenant, phi-1, en fait, le x, là, il va retourner. Donc c'est de E croix G dans E. Il n'y aura pas de changement par rapport à, finalement. Mais par contre, je regarde E croix G dans E. Et le G, du coup, je peux l'écrire à côté. G, ça sera une fonction de E croix G dans F. Voilà. Alors, F et G sont différents. Hein. C'est pas la même chose. Ils sont pas finalement. Si je regarde F, c'est de E croix F dans G. Et G, c'est de E croix G dans F. Donc, c'est pas des applications qui sont réciproques. Donc, il n'y a pas de notion. Hein. Mais par contre, on voit ici que phi, grand phi et phi-1, donc c'est bien des applications qui sont réciproques l'une de l'autre. Et ça implique que G, donc si phi-1, si phi, grand phi c'est un difféomorphisme, phi-1 aussi, et G du coup est CP. Ok. On va essayer de regarder des équivalences qui vont nous montrer la voie vers le théorème des fonctions implicites. Donc pour tout xy appartenant à u0 quoi v, donc là où on a fait la restriction, on a que f de xy est égal à 0, ça implique que phi de xy est égal, grand phi de xy est égal à x0, okay, puisque f de xy est égal à 0, donc ça c'est par construction de la fonction grand phi. Hein. C'est équivalent à quoi? Donc là, je passe à la réciproque, j'applique la réciproque à cette égalité, et donc c'est équivalent à ce que xy est égal à phi-1 de x0. Et donc c'est équivalent à quoi? Ben, si je regarde phi-1 de x0, d'après ce que j'ai écrit en haut, c'est équivalent à ce que, du coup, y est égal à g de x0. Ici, on s'aperçoit que x0 appartient à oméga 2. Mais j'ai envie de définir une fonction, j'ai envie que mon g de x0, il soit finalement mon phi que je cherche. Je veux en fait définir phi de x est égal à g de x0. Mais le x ici, il faut que je le prenne dans ce u là que je viens de poser, puisque finalement, je ne peux pas le prendre dans n'importe quel élément de U0, parce que je ne sais pas si n'importe quel élément de U0, si je fais U0 fois 0, je ne sais pas si ça appartient à W2. Okay. Et donc, est-ce que c'est bien défini sur G? Est-ce que G est défini sur tout U0 fois quoi 0? Voilà, donc je suis obligé de définir U, qui est lui aussi un ouvert. Alors, c'est un ouvert de E
Alors, si je regarde, donc je montre rapidement que c'est un ouvert de E. Je regarde l'insertion ici de E dans E croix G, c'est continu. Et en plus de ça, voilà, donc U, c'est du coup l'intersection entre U0 et I-1 de oméga 2. Donc oméga 2 est ouvert, U0 est ouvert, I est continu, donc grand U là, il est un ouvert de E. Et en plus, c'est un voisinage de x0, puisque x0, 0, il appartient à W2, par définition de W2, qui est un voisinage de x0, 0. Ok, je le rappelle. Donc voilà, j'espère que tout ça, vous avez compris l'importance du U, du grand U là. C'est parce que U0 croix 0, je ne sais pas s'il est dans oméga 2. Donc je suis obligé de définir ça pour pouvoir ensuite définir ma fonction phi, qui est la fonction qui a x associe g de x0. Okay, et là, comme ça, elle est bien définie. Cette fonction phi, elle est CP, puisque g, on a dit tout à l'heure, est régulière, donc aussi, et CP. Donc, et donc, on a un petit peu ce qu'on veut. Donc, c'est... Voilà, pour tout x, y appartenant à maintenant U croix V. Donc, c'est plus U0 de base, mais U croix V. Donc, j'ai restreint encore. J'ai pris U qui est toujours un voisinage ouvert de x0. Et on a que f de xy est égal à 0. Ça équivaut à dire que y est égal à phi de x. Et c'est ce qu'on voulait. On a trouvé un phi qui est CP et du coup qui correspond du coup au paramétrage de cette courbe de niveau au niveau du point x0, y0. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. J'espère que ça a été... On va passer à la deuxième partie qui est de montrer le théorème d'inversion locale à partir du théorème qu'on vient de voir, le théorème des fonctions implicites. Alors, je rappelle le théorème des fonctions implicites. On a deux espaces de Banach, un ouvert oméga, une application qui va de oméga dans f, qui est Cp avec p supérieur à 1. On a un point qui est dans oméga, tel que sa différentielle soit un isomorphisme de E dans f. Et on nous dit, il existe du coup deux ouverts U et V, voisinage ouvert de A, respectivement de A et de F de A, tel que la restriction à F, à U, la restriction de U, l'extension de F à U, soit un CP difféomorphisme. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et maintenant, on va voir la démo, qui consiste à la même chose. On va mettre en avant une fonction qu'on va appeler aussi phi, qui va faire le lien avec le théorème des fonctions implicites. Alors, notre fonction phi, c'est une fonction qui va de f croix oméga dans f. Je remarque bien que l'espace de départ, là, il a une dimension de plus. Hein. C'est du coup la dimension qu'apporte le oméga, comme dans le théorème des fonctions implicites. Donc, grand phi est CP, parce que tout simplement f l'est. Encore la même chose. Là, on a un autre type de fonction. Évidemment, c'est pas la même fonction que celle qu'on avait tout à l'heure. Là, j'ai juste une soustraction. Il n'y a rien de complexe là-dedans. Donc, on se rappelle, donc, dans les hypothèses, on avait une fonction comme ça, avec des espaces de Banach. Donc, on a maintenant f qui est E, oméga qui correspond... Donc, oméga qui est dans E, qui correspond au f d'avant,
et le F qui est à l'arrivée correspond au G de tout à l'heure. OK, bon, c'est un petit peu mélangé, mais en gros, on s'y retrouve quand même. La fonction évaluant au point FA est nulle et la dérivée partielle par rapport à la deuxième composante qui est maintenant x, elle est inversible, donc c'est un isomorphisme. Si je regarde bien, en fait, sa dérivée partielle correspond à la différentielle de f au point A. Voilà, donc c'est un isomorphisme et il n'y a pas de souci. On a toutes les hypothèses qu'il nous faut. Bon, l'hypothèse importante là, c'est la différentielle. La différentielle partielle, la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable. Donc, et on va commencer du coup à appliquer le théorème qu'on vient de voir des fonctions implicites. Donc, on a deux ouverts voisinages respectifs de A et de f de A, qui on se rappelle, donc A et de f de A. Alors maintenant, c'est un petit peu inversé. C'est un petit peu inversé. C'est un petit peu la même chose, hein, sauf que c'est toujours la deuxième, donc c'est la variable ici qu'on veut paramétrer avec celle d'ici, hein, celle de gauche. Okay, donc on a une fonction phi qui va de v dans u, qui est cp, d'après le théorème décidément des fonctions implicites, tel que on a l'équivalence pour tout xy appartenant à uv, on a que phi de yx, grand phi de yx est égal à 0, équivalent à ce que x soit égal à petit phi de y. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le grand phi de xy est égal à 0? Si j'en remarque bien, on a fait en sorte que ça veut dire que y est égal à f de x. Donc, y est égal à f de x implique que x est égal à phi de y. Okay, donc, f et phi sont finalement réciproques l'une de l'autre. Et ce qui est bien, c'est que phi est cp. En gros, on a fini, hein, là, on a fini la démonstration. Du coup, on peut écrire que y est égal à f de phi de y pour y appartenant à v. Donc f est inversible sur tout ouvert de phi de v. Alors, pour l'instant, phi, on n'a pas dit qu'elle était une bijection ou quoi que ce soit de v dans u. Hein. Donc en fait, là, j'ai que y est égal à f de phi de y pour y appartenant à v. Mais du coup, mon inversion, elle est sur des ouverts de phi de v. Donc, comme j'ai dit, hein, l'inverse de f, c'est phi. Et donc, elle est de classe CP. Donc, f est finalement un CP difféomorphisme. Alors, du coup, la restriction, c'est quoi? CP difféomorphisme sur O, qui serait un ouvert de phi de v, qui serait un voisinage de A. Et j'ai terminé mon théorème d'inversion locale. C'est ce que je voulais pour le théorème d'inversion locale. Un CP difféomorphisme autour de A. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un petit peu les idées. La base, c'est toujours les idées. Donc, j'ai voulu aller un petit peu plus vite que d'habitude. Il y a toujours les petites précisions. Il y a beaucoup de remarques qu'on aurait pu faire pour préciser ces théorèmes. Mais je laisse ça sur le côté pour laisser plus place à l'essentiel. Il y a ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, je pense que je m'arrête là pour tout ce qui est théorème d'inversion locale, théorème de fonction implicite. Et puis je ne vais pas aller plus loin. On aurait pu discuter de pas mal de choses. Mais j'espère changer un petit peu de notions mathématiques et voir d'autres horizons mathématiques pour les prochaines fois. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.